Christian Parizeau, merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui. Vous faites partie, je pense, des invités les plus expérimentés que j'ai eu sur la chaîne jusqu'à présent. Vous êtes président de Altair Economics et j'aimerais bien que vous vous présentiez rapidement parce que je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous regardent de savoir un peu quel a été votre parcours et à quel point vous avez un œil averti sur les sujets assez complexes dont on va discuter aujourd'hui. Oui, alors j'ai débuté ma carrière au sein des banques populaires, hein, une banque française. J'ai toujours été économiste de formation au départ, hein, donc on suivait l'économie. Puis j'ai intégré il y a à peu près 25 ans un intermédiaire financier qui s'appelle Aurel BGC et dans lequel j'ai dirigé la recherche, l'équipe de recherche. Hein. Alors ça comprenait aussi bien la recherche action, la recherche crédit et naturellement j'ai poursuivi mon travail d'économiste et notre principal travail en tant que recherche, hein, c'était avant tout d'apporter des idées d'investissement pour les investisseurs, et puis leur apporter surtout des éléments de réflexion par rapport à l'actualité. Et c'est vrai qu'en 25 ans, dans ce bureau de recherche, j'ai pas manqué d'éléments. Hein. J'ai commencé avec la crise asiatique, j'ai eu la bulle Internet, sans oublier naturellement l'affaire Lehman. Hein. Donc on a eu de quoi s'occuper pendant près de 25 ans, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de modestie à suivre les marchés parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on croit véritablement certain, bah, ça peut voler très vite en éclats. Et donc notre principal travail, hein, c'était de conseiller des investisseurs professionnels et donc d'essayer de gérer un peu ce monde fluctuant, hein, et on en a connu des hauts et des bas. Et donc ça va faire maintenant un an, hein, que j'ai pris mon indépendance par rapport au groupe Aurel BGC. Je continue un peu à travailler pour ce groupe, mais j'ai créé ma propre structure de conseil économique et donc je conseille encore aujourd'hui des gestions, des comités de gestion. J'interviens aussi des fois auprès de leurs clients pour essayer d'apporter un éclairage économique sur l'environnement, quels sont les éléments importants à retenir, hein, qui vont porter naturellement après sur les décisions d'investissement. Très bien. Vous avez dit que l'expérience vous a appris que c'était difficile d'avoir des certitudes dans ce monde-là. Et moi qui observe ça aussi de mon côté, j'ai l'impression que ces derniers mois, on a beaucoup de certitudes qui ont explosé. Et puis que les investisseurs, les dirigeants sont relativement désarçonnés par ce qui est en train de se passer. Je pense en particulier à ce qui se passe avec l'inflation, qui était un spectre qu'on avait quasiment oublié. On était plutôt à se dire que c'était difficile, voire impossible de créer de l'inflation. Et aujourd'hui, on commence à avoir même peur de ne plus la maîtriser et qu'elle soit beaucoup trop forte. Alors, à votre avis, est-ce que les craintes qu'on a aujourd'hui, elles sont rationnelles? Est-ce qu'on est dans une phase de panique d'une certaine manière sur les marchés? Ou est-ce que c'est un réflexe sain de s'inquiéter vraiment fortement en ce moment? Alors, il y a un élément qui est certain, c'est qu'on est sur un choc inflationniste. Et ce choc inflationniste, il est inédit dans l'histoire. Alors pourquoi? Parce que c'est pas un choc. On a toujours tendance à prendre l'historique et puis à essayer de caler un peu l'historique et dire voilà, c'est comme ce qu'on a vécu. Mais là, on est dans quelque chose qui est complètement nouveau parce que on a un choc pétrolier, un choc énergétique. Bon, ça, vous allez me dire, on l'a déjà vécu dans les années 70, on sait ce que c'est, on sait les conséquences, mais on est quand même sur un véritable choc aujourd'hui où on est sur une offre contrainte de pétrole, offre contrainte de gaz, alors surtout pour l'Europe ça va être un vrai choc. On est sur un choc alimentaire, faut pas l'oublier, où on va manquer vraiment de denrées alimentaires, et c'est vrai que j'ai pas tendance à être pessimiste, mais quand aujourd'hui vous lisez les rapports de l'ONU, hein, sur les prochaines récoltes, sur comment on va nourrir la planète, alors soit ils sont vraiment encore, ils tombent dans un extrême, soit on a vraiment des raisons de s'inquiéter sur l'alimentation dans la prochaine année, hein, dans les prochaines récoltes. Donc on est sur un choc alimentaire avec des prix alimentaires qui augmentent. Et puis on est sur des éléments qu'on n'a pas l'habitude de parler. Alors, premier élément, bah, on a l'effet Covid. L'effet Covid, ça a été très déflationniste, parce que lorsque les gens étaient enfermés chez eux, ils consommaient pas, donc j'avais du mal à monter mes prix. Et puis d'un seul coup, la demande est repartie. Et donc forcément, ce rebond de la demande a entraîné des tensions, parce que d'un seul coup, personne n'était prêt à répondre à cette demande brutalement. On a voulu recruter, les gens n'étaient pas prêts à travailler, donc il y a eu des frictions, et on a eu une sorte d'inflation
post-Covid qu'on n'avait pas du tout anticipé. Franchement, ça a été vraiment l'élément de surprise. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a rebondi, on a connu un rebond très vite de l'économie, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça s'est traduit par les tensions inflationnistes. Je dirais que cette partie-là de l'inflation, c'est peut-être pas la plus inquiétante, parce qu'on se dit que l'économie va se normaliser, vous avez réouvert les restaurants, vous allez reconsommer du tourisme, vous allez voyager. Bon, ça prend un peu de temps, ça crée des frictions, ça crée des perturbations, mais c'est pas forcément quelque chose de durable, parce qu'on se dit que ça va se rééquilibrer tout ça. Et puis, dernière chose, et ça c'est l'élément central et on en parle beaucoup, mais c'est cette offre contrainte. Alors on vivait dans un monde de déflation, pourquoi? Parce que moi si je voulais consommer plus d'ordinateurs, si je voulais acheter une voiture nouvelle, soit je le produisais dans mon pays, soit si j'arrivais pas à le produire parce qu'il y avait une demande très forte, il suffisait que je l'importe. On était dans un monde global, ouvert, et donc finalement, je vais être caricatural, mais finalement il y avait toujours un petit ouvrier chinois qui était prêt à produire le bien supplémentaire et répondre à ma demande de pays occidental développé, et donc finalement on se disait l'offre est illimitée, l'offre est infinie, vous pouviez acheter des ordinateurs, vous pouviez acheter très rapidement une voiture, vous n'aviez, alors avec tous ces composants, ces semi-conducteurs, etc., et donc vous étiez dans un monde où l'offre était infinie, et c'était la demande finalement, et quand vous alliez voir un chef d'entreprise, vous lui demandiez comment va évoluer la demande. Vous lui demandiez jamais est-ce que vous allez réussir à produire plus. Et aujourd'hui, la question centrale quand on va avoir une entreprise, c'est est-ce que vous avez problème de chaîne d'approvisionnement, est-ce que vous allez réussir à monter en cadence et est-ce que vous allez réussir à vendre plus. Donc c'est plus un problème de demande, c'est un problème d'offre. Et ça, c'est aussi cette inflation, parce qu'on a eu forcément un décalage entre l'offre et la demande. Cette inflation qui s'est créée, c'est parce qu'on est dans un monde d'offres contraintes. Alors au début, on s'est dit c'est temporaire, vous inquiétez pas, c'est post-Covid, on avait fermé des mines, on avait gelé des unités de production, les gens étaient malades, ils n'étaient pas là pour travailler, tout ça c'est que du temporaire. Et puis on commence à se dire qu'il y a peut-être des éléments qui sont peut-être pas forcément très temporaires, qui vont peut-être persister. Alors on pourrait citer par exemple la transition énergétique, qui, alors je vous rappelle, c'est quand même, on peut comprendre pourquoi on le fait, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même un choc économique majeur parce qu'on détruit des unités de production, on va fermer des centrales à charbon, on va fermer tout ce qui est moyens de production qui polluent pour créer des unités de production qui vont pas émettre de carbone. Mais sauf que cette transition, c'est bien de la destruction pour de la création. Donc vous allez me dire ça fait de l'investissement, c'est très bien. Oui, mais je produis pas plus. C'est-à-dire que j'ai détruit 100 pour reconstruire 100, mais je n'ai pas augmenter ma capacité de production. Et donc ça, c'est pour ça que c'est inflationniste, parce qu'on est bien sur des investissements qui n'offrent pas plus de production. Donc on voit qu'il y a ce choc naturellement, on voit qu'il y a les problèmes géopolitiques, on sent qu'on est sur la Chine qui se replie sur elle-même, on a vu avec la Russie, les sanctions contre la Russie qui alimentent naturellement ces contraintes sur l'offre, et puis on voit qu'on a des zones économiques qui sont en train de voler en éclats, que le commerce mondial en est très affecté, et puis dernier élément, derrière ce choc contraint, c'est pourquoi? Parce que le commerce mondial aussi est très perturbé à cause aussi des problèmes de commerce, de transport maritime. Donc on est sur une inflation qui, vous voyez, c'est pas une inflation habituelle, c'est pas un choc externe d'un seul coup, c'est l'accumulation d'éléments. Certains sont peut-être transitoires, mais on peut se dire que d'autres éléments sont peut-être beaucoup plus durables. Je comprends. Et justement, sur cette question du manque d'offres, j'ai trouvé très intéressant de voir que Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, était intervenu. Il a commenté les décisions de Christine Lagarde qui a pris sa place et il critiquait les hausses de taux qui sont prévues en Europe. Aux États-Unis, c'est déjà une réalité depuis un certain temps. En Europe, ça commence à arriver maintenant et Mario Draghi disait que ce n'était pas une solution, les hausses de taux, pour régler le problème de l'inflation en Europe, parce que comme vous venez de le souligner si justement, c'est un problème d'offre et on n'arrive juste pas à produire, quelles que soient les hausses de taux en fait. Qu'est-ce que vous pensez de la remarque de Mario Draghi et qu'est-ce que vous feriez à la place de Christine Lagarde? Oui, alors bonne question. Alors oui, alors c'est toujours un problème. Alors l'inflation, c'est un décalage de l'offre et la demande. Soyons simples. Donc, soit on a une capacité d'augmenter l'offre, et dans ce que voulait dire Monsieur Mario Draghi, il disait, franchement, honnêtement, aujourd'hui, augmenter l'offre de pétrole, ça sert à rien. Puisque c'est le problème aujourd'hui de manque de pétrole, c'est en partie lié aux sanctions internationales que l'on impose à la Russie.
on essaye de l'empêcher d'exporter son pétrole, donc on essaye de détruire des capacités de production. Et puis l'autre élément qui explique pourquoi l'offre de pétrole n'en manque pas plus, c'est qu'on est dans une période de sous-investissement dans le secteur pétrolier. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec un pétrole à 120 $, normalement on aurait dû voir une explosion de l'offre de pétrole avec des nouveaux puits qui se construisent, mais aujourd'hui personne n'a envie d'investir, parce que d'une part, les capacités de production de M. Poutine ne sont pas détruites. Donc on peut se dire, il ne faut pas oublier que si j'investis dans le pétrole aujourd'hui, c'est parce que j'estime que dans les 10 prochaines années, je vais avoir une rentabilité de mon puits. Donc dans 10 ans, il n'est pas du tout évident qu'on n'aille pas régler ce problème en Ukraine et qu'on n'aille pas lever les sanctions contre M. Poutine. Je ne sais pas, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais en tout cas, elles ne sont pas détruites. Donc le pétrole russe, il pourrait revenir sur le marché. Donc ça ne m'incite pas à investir massivement dans le pétrole. Et puis l'autre élément, c'est tout ce qu'on connaît, transition énergétique, le fait que c'est pas bien d'investir dans le pétrole aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a des normes ESG. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on n'investit pas suffisamment dans le pétrole. Donc l'offre de pétrole, elle ne va pas exploser. Alors ça, c'est particulier, parce qu'habituellement, quand on avait une hausse des prix, y compris dans les années 70, dès que vous aviez un choc pétrolier, une très forte hausse des prix, ça incitait quand même les producteurs à produire plus. Là, on a quand même une certaine inélasticité de l'offre par rapport à la demande. Et puis de l'autre, je pourrais vous dire, c'est aussi un problème de demande. Alors, M. Draghi nous dit que c'est un problème d'offre parce qu'elle est contrainte. Mais moi aussi, je peux vous dire, c'est un problème de demande. Il faut absolument qu'on réduise notre consommation de pétrole. On a décidé de ne pas consommer le pétrole russe. Il faut réduire la demande d'essence, la demande d'énergie, de gaz pour les prochains mois. Et donc, ça veut dire qu'on adapte l'outil de production. On change des outils de production pour consommer moins de gaz, et on dit aux particuliers, vous allez moins vous chauffer, vous allez peut-être plus utiliser les transports en commun que la voiture. Alors c'est vrai que la réponse de certains dirigeants qui a été de subventionner le prix de l'essence, donc j'ai un problème d'offre contrainte, et comment je résous le problème? C'est que je donne des subventions pour aider la demande. C'est pas une solution durable et c'est pas une solution très efficace. Donc ce qui se passe, c'est que aujourd'hui on a un problème quand même de demande, c'est-à-dire qu'il faut détruire de la demande. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas politiquement naturellement quelque chose qui passe très bien auprès de la population, parce que je suis en train de vous dire, vous allez vivre moins bien, vous allez changer vos habitudes de consommation, vous allez peut-être avoir plus froid cet hiver parce que vous allez moins pouvoir chauffer, et donc soit on essaie d'agir sur les prix, soit il faut mettre en place une politique très forte vis-à-vis des industriels pour qu'ils consomment moins d'énergie et vis-à-vis des particuliers pour qu'ils se restreignent. Mais globalement, l'inflation, c'est lié à un décalage de l'offre et la demande. Donc soit vous agissez sur l'offre, soit vous agissez sur la demande. Ce que disent les banques centrales, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation est tellement forte qu'il faut que je sois crédible et que j'envoie un message très fort aux agents économiques en leur disant « je vais tout faire pour réduire l'inflation ». Et s'il faut, je vais réduire la demande en peut-être poussant, en allant peut-être jusqu'à une récession de l'économie mondiale, mais en tout cas c'est l'une des possibilités, c'est pas ce qu'ils souhaitent, très clairement. Mais ce qui est certain, c'est que sur l'offre on peut rien faire. Alors, je parlais là de la partie énergie. Il y a d'autres éléments, dans tout ce que je vous ai dit de l'inflation, il y a d'autres éléments qui peuvent quand même bouger et on peut ajuster l'offre. Heureusement, je ne vous dis pas qu'on va retourner sur quelque chose de dramatique, mais sur l'offre, on peut rien faire. Donc, moi, banquier central, j'essaye de calmer la croissance, j'essaye de ralentir véritablement pour éviter qu'on alimente cette inflation, parce que si je subventionne la demande, je fais que alimenter l'inflation. Donc finalement, ça ne change rien. Donc à un moment donné, il faut quand même bien dire, il faut un peu tasser la croissance, il faut véritablement peser sur détruire de la demande. Alors c'est pas une bonne nouvelle, c'est vrai que pour un politique, on préfère dire, vous allez mieux vivre. Une banque centrale, elle a plus les moyens et elle dit, je commence à normaliser ma politique monétaire parce que il va falloir quand même commencer à réfléchir et il va falloir consommer moins. Donc voilà, c'est un message qui est un peu différent, mais on comprend que chacun est dans son rôle. Cette situation extrêmement tendue, en fait, elle a fait qu'on a beaucoup parlé. Et là, je vais vraiment avoir besoin de votre expertise. On a beaucoup parlé des obligations allemandes et des obligations italiennes. Ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est pourquoi ce sont ces deux obligations de ces deux pays précisément qui sont importantes et quelle est leur relation et qu'est-ce qu'elles nous disent sur l'Europe aujourd'hui et la situation actuelle. Alors ça, c'est tout un problème. Vous savez qu'on a eu une crise de la dette en Europe il n'y a pas si longtemps ça, c'était en 2011. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'une part, il faut bien comprendre, la BCE à un moment est intervenue massivement sur les marchés obligataires. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle a acheté de la dette. Alors elle n'a pas acheté à l'émission des États, mais elle l'a acheté sur ce qu'on appelle le marché secondaire. C'est-à-dire qu'elle l'a acheté une fois que la dette était émise, mais elle faisait des achats qui étaient supérieurs aux émissions nettes des États. C'est-à-dire que, en gros, vous vous endettez
et vous émettez une obligation pour vous endetter, et c'est la Banque centrale qui l'achète. Pour faire simple, indirectement, mais qui l'achète. Donc, vous n'avez pas de problème de taux d'intérêt élevé, puisque de toute façon, il y a une demande qui est là, et cette Banque centrale, elle l'achète de manière mécanique et annoncée à l'avance. Donc, ce n'est pas un problème d'inflation. Vous pouvez avoir l'inflation qui explose. Vous pouvez offrir un faible rendement sur votre dette. De toute façon, il y a une banque centrale qui l'achètera de manière continue. Donc, quand on était sous ces achats de la banque centrale, on avait un environnement de taux très très bas et qui ne prenait pas en compte votre risque économique. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez un risque de défaut plus fort quand vous achetez de la dette italienne, ou est-ce que vous avez un risque de défaut plus fort lorsque vous achetez de la dette allemande? Bon, on sait et on connaît les fondamentaux de l'économie allemande, on connaît aussi la situation budgétaire en Allemagne, même si elle s'est un peu dégradée, on est quand même sur une situation et un niveau d'endettement beaucoup plus faible. Donc j'aurais tendance à vous dire, c'est normal qu'on vous rémunère plus si vous investissez dans de la dette italienne que si vous investissez dans la dette allemande. C'est une sorte de prime de risque. Sauf que cette prime de risque, elle a été complètement effacée par les achats massifs de la BCE. Donc ce qui était certain, c'est qu'au sorti de cette politique, au moment où on allait sortir de tout ça, on allait avoir une prime de risque qui allait augmenter, ce qu'on appelle le spread, l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne. C'était justifié parce qu'elle était artificiellement basse. Le seul problème que l'on a aujourd'hui, c'est que la BCE nous dit « je vais arrêter complètement mes achats obligataires ». C'est ce qu'elle a dit le 9 juin dernier. À la fin du mois, j'arrête tous mes achats obligataires. Ça veut dire que ça fait réagir forcément, ça vous redonne une prime de risque. Mais surtout, ça envoie un message très négatif aux investisseurs obligataires. Ça veut dire que si vous craignez un jour que l'Italie fasse défaut, bah vous n'allez pas pouvoir peut-être revendre votre obligation. C'est-à-dire que si demain vous vous dites ça y est, l'Italie, là, les taux d'intérêt ils sont à 4%, c'est pas tenable, l'Italie va dans le mur, bah je vends ma dette. Oui, mais personne va peut-être vouloir me l'acheter. Donc les taux d'intérêt ne s'arrêtent pas à 4, ils montent à 7. Alors à 7, tout le monde dit, oh bah ça y est, elle va faire défaut. C'est pas possible, c'est pas soutenable aujourd'hui que l'Italie emprunte à 7% et qu'elle fasse pas défaut sur sa dette. Donc les taux vont pas à 7, ils vont à 10, à 11, à 15, et il n'y a pas de limite. Donc la BCE, en annonçant brutalement qu'elle arrêtait ses achats obligataires, ce qui est logique par rapport au fait que c'est plus nécessaire d'aider la zone euro, qu'il y a un risque inflationniste et il faut plus injecter des liquidités, mais en annonçant brutalement, elle est plus ce qu'on appelle prêteur en dernier ressort. Et donc mécaniquement, les investisseurs se disent, ça y est, c'est pas qu'il y a un défaut tout de suite de l'Italie, mais ça y est, il y a un risque italien qui augmente énormément, et si le marché commence à véritablement prêter à l'Italie à des niveaux de taux d'intérêt beaucoup trop élevés, c'est autoréalisateur. Donc c'est ça le gros problème, et vous êtes dans une phase de crise énorme, parce que l'Italie ne pouvant plus emprunter, vous savez que les États, ce qu'il faut, c'est que les États assurent le service de la dette, mais ils rembourseront jamais leur dette. Les États sont appelés à vivre éternellement. Donc, ce qui compte pour eux, c'est de pouvoir se refinancer. Mais au fur et à mesure qu'ils se refinancent à des taux plus élevés, ça accroît la charge de la dette et ça enlève de la flexibilité budgétaire parce qu'à un moment donné, le paiement d'intérêt va mobiliser une grosse partie du budget de l'État et donc vous allez dans le mur. Donc, la seule solution quand vous avez à ça, soit la BCE revient et dit je vais racheter de la dette et je serai là, vous inquiétez pas, j'éviterai que les taux s'écartent de trop et aillent trop loin et donc je suis un prêteur en dernier ressort et donc il va falloir renvoyer ce message et être crédible ce message. Hein. C'est ce qu'avait dit Draghi en une phrase, hein. On fera ce qui est nécessaire, rappelez-vous, hein. Le whatever high tech, c'était juste ça. Mais pourquoi ça a si bien marché? Parce que la BCE par cette phrase a indiqué on fera en sorte que les taux italiens ne remontent pas trop et ne soient pas insoutenables pour l'Italie. À partir de ça, vous enleviez le risque de défaut de l'Italie et les gens étaient prêts à prêter à l'Italie. Alors peut-être avec une prime de risque, mais au moins on était prêts à prêter à l'Italie. Alors que là, ils nous ont dit on arrête les achats et ils nous ont pas donné de solution en cas véritablement de défiance des investisseurs d'Italie. Alors le gros risque naturellement, c'est que si l'Italie peut plus se refinancer sur les marchés, elle est obligée de sortir de la zone euro et à ce moment-là, elle crée une banque centrale indépendante et cette banque centrale va lui racheter sa propre dette. Ce qu'elle ne veut pas faire la BCE, elle le fera elle-même. Mais la sortie de la zone euro, d'un pays comme l'Italie, ça serait quand même un choc monstrueux et ça serait l'éclatement de la zone euro. Donc globalement, personne n'a intérêt à ce que ce scénario se réalise. Donc on est dans un scénario aujourd'hui, il faut que la BCE montre qu'elle peut être crédible, qu'elle est un prêteur en dernier ressort. Et donc il est important aujourd'hui qu'elle mette en place au moins un programme disant aux investisseurs obligataires, si un jour l'Italie a un problème, si un jour elle a vraiment un risque de défaut, moi je m'engage à la financer en tant que prêteur en dernier ressort, indépendamment de l'inflation. Même si l'inflation est à 8%,
même si c'est des injections de liquidités, parce que la BCE, quand elle achète une obligation, elle crée les euros, elle les achète directement, hein, donc c'est de la création monétaire, ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand on a beaucoup d'inflation. Et c'est pour ça qu'elle voulait arrêter ces achats obligataires, parce que justifier les achats obligataires lorsque vous avez trop d'inflation, c'est beaucoup plus compliqué que lorsque vous n'avez pas d'inflation. Lorsque vous n'avez pas d'inflation, après tout, c'est totalement, c'est pas un problème. Donc elle va nous faire une phrase, en tout cas, elle va nous essayer de justifier ça en disant, c'est dans mon mandat, si je veux atteindre mon objectif d'inflation, qui est le seul objectif qu'elle a, il faut absolument que j'évite ce qu'on appelle une fragmentation de la zone euro, c'est-à-dire qu'il faut que j'évite qu'on ait un écartement de ces taux d'intérêt entre les pays européens, et c'est sa seule solution. Alors pourquoi on a peur pour l'Italie, pas pour un autre pays? C'est que l'Italie a naturellement un risque beaucoup plus élevé que les autres pays du part de son endettement passé et de sa situation économique, mais en plus on est sur un choc qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on vit affecte beaucoup plus l'Italie et l'Allemagne. Alors l'Allemagne, on n'a pas trop d'inquiétude, mais l'Italie est en premier lieu la plus affectée comme économie par le choc, par ce qui se passe actuellement au niveau du gaz, et donc l'Italie est très dépendante du gaz russe, et donc l'Italie est naturellement un maillon faible de la zone euro à cause de cette sensibilité à l'environnement international. Donc vous dites qu'en fait, la Banque centrale se doit de maintenant donner des garanties au monde et puis surtout à la communauté européenne. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'ils ont fait il y a 2 jours, mais ils l'ont fait d'une manière relativement floue? Ils ont un peu envoyé le message qu'ils allaient faire quelque chose sans vraiment préciser ce que c'était. Est-ce que c'est quelque chose de concret ou est-ce que on essaye de donner l'image de quelqu'un qui a une solution sans réellement en avoir une? Alors, ils n'en ont pas pour l'instant. C'est ça qui leur a été reproché, parce que lors de leur dernière réunion de politique monétaire, ils n'ont même pas parlé de ce risque. Donc a priori, ce que nous disent les agences de presse, selon des informations internes à la BCE, ils n'en ont même pas évoqué ce risque, alors que c'était l'un des sujets sur lequel a été le plus questionné Madame Lagarde durant la conférence de presse. Donc c'était quelque chose qui était le plus au cœur des marchés, des inquiétudes, et que les journalistes ont fait leur travail, ils ont relayé cette inquiétude des investisseurs, et franchement la BCE était pas du tout prête à répondre à cette question. Donc c'est ça qui a eu un couac finalement, parce que derrière les marchés ont véritablement surréagi, parce qu'ils ont dit ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas tenu compte de ce risque. Et donc, mécaniquement, moi, je garde pas ma dette italienne, hein, ils sont pas là pour me couvrir. Moi, je vends la dette italienne, et on a eu véritablement un mouvement particulièrement violent. Alors, c'est vrai que ça a un petit peu rassuré, parce que là, ils ont fait une réunion exceptionnelle, ils se sont réunis en urgence, en disant, voilà, ça y est, vous inquiétez pas, on s'en occupe, on va regarder ça. Alors, ils ont rappelé quelque chose qu'ils avaient déjà dit, hein, qu'ils ont un peu de flexibilité, ils peuvent continuer à faire quelques achats obligataires, mais ce sera pas suffisant en cas de crise majeure. Mais ils disent, voilà, ils ont rappelé ça, et puis derrière ils ont dit, ça y est, on travaille sur un sujet. Mais le vrai problème est un problème politique, parce que le racheter la dette obligataire c'est facile, c'est de manière illimitée, c'est juste qu'il faut que ça rentre dans son cadre institutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, si elle refait des rachats obligataires, alors déjà c'est un problème économique, je lutte contre l'inflation, mais je crée de la monnaie, je fais pas marcher la planche à billets. Déjà économiquement, on va dire que c'est quand même quelque chose, on peut toujours tout justifier, mais enfin, on va dire que quand on a une inflation à 8,6, c'est difficile de dire je vais lutter contre l'inflation et puis derrière je crée des billets. Bon, on peut passer dessus. La Banque d'Angleterre le fait bien. La Banque d'Angleterre continue à acheter de l'obligataire et à monter ses taux. Donc, on va dire, ça peut se faire. C'est pas totalement impossible. Par contre, constitutionnellement, selon les traités, elle ne doit agir que par rapport à son objectif de 2% d'inflation de moyen terme. Donc elle n'a pas à faire ça. Donc il est évident que si elle met en place un programme, elle sera immédiatement attaquée au niveau de la Cour constitutionnelle allemande et peut-être européenne, parce que on considérera qu'elle outrepasse son mandat et qu'elle n'est pas du tout, cette opération n'est pas constitutionnelle. Donc elle marche un peu sur des œufs. Il faut qu'elle trouve des outils qui soient, je dirais, plus pour des aspects juridiques, c'est pas des problèmes pragmatiques, pratiques, il n'y a pas de problème, mais plus pour des aspects juridiques. Alors, est-ce que on dit on va faire des achats en ayant une conditionnalité, c'est-à-dire qu'on impose, par exemple, j'achète de la dette italienne, que de la dette italienne, mais en échange l'Italie s'engage à faire des efforts budgétaires. C'est ce qu'on avait fait un peu avec l'OMT, qui avait été mis, tout a été écrit, tout était prêt, mais ça n'a jamais été réellement mis en place. Donc, est-ce qu'on fait une sorte d'OMT light, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes au niveau budgétaire, au niveau de l'Europe, jusqu'en 2024. Donc, est-ce qu'on fait une sorte d'encadrement et puis on rassure les marchés?
ou alors est-ce qu'on justifie le fait que l'écartement aujourd'hui des taux entre la zone euro, ça empêchera la BCE d'atteindre son objectif de 2% d'inflation. Alors ça faudra l'expliquer, mais enfin on essaye de justifier ça comme ça, et donc à ce moment-là, ça justifie une intervention. Mais en tout cas, on voit que la situation est pas facile. Donc ils ont dit qu'ils mettaient en marche leur comité pour y réfléchir, mais en tout cas à court terme, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse à court terme. Oui, On sait juste qui prennent ça en compte. Là, la seule chose qu'ils nous ont dit dans ce communiqué et dans cette réunion, c'est qu'ils ont quand même réagi par rapport aux réactions de marché et ils en tiennent compte. Mais derrière, on est quand même sur beaucoup d'incertitudes et je pense que ça va être encore assez volatile sur les taux d'intérêt pour les prochaines semaines parce qu'on n'a pas de réponse ferme et définitive. Il y a une autre banque centrale qui s'est réunie le même jour, mercredi, et qui a peut-être un petit peu plus de flexibilité, c'est la Fed, la Banque centrale américaine. Eux, ils ont pu monter les taux beaucoup plus rapidement, peut-être à cause de toutes les choses dont on vient de parler. Donc ils se sont réunis mercredi, ils ont pris la décision assez rare d'augmenter de 0,75 les taux d'intérêt. Comment vous interprétez cette décision-là? Est-ce que ça vous paraît être la bonne voie? C'est le moment de taper fort? Est-ce que vous avez une opinion tranchée là-dessus ou c'est plus incertain? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect 75 points de base qui, moi, m'a un peu étonné. Je pensais qu'il montrait quand même que de 25. Alors, je vous refais juste l'histoire un petit peu. Je vous rappelle que on avait, il y a encore une semaine, la probabilité de 75 points de base anticipée sur les marchés qui était à peu près à 0,3%. Donc, les marchés disaient il y a vraiment peu de chances qu'on mette 75 points de base. On a eu un seul chiffre, qui est un chiffre d'inflation, alors qui était très mauvais. Le chiffre d'inflation du mois de mai aux États-Unis était particulièrement mauvais parce que autant celui d'avril commençait à laisser espérer peut-être qu'on avait atteint un pic, on a eu un mouvement inverse, on a réaccéléré, l'inflation a réaccéléré sur le mois de mai, et puis des choses comme les prix des biens, certains prix de services qui avaient commencé un peu à se tasser, ont un petit peu marqué une inflexion sur le mois de mai, et donc c'est vrai que le chiffre était mauvais, exécrable, mais suite à ce chiffre, les marchés se sont vraiment emballés, et on a vu que la correction a commencé vraiment à ce moment-là. Et suite à ce chiffre, les marchés se sont dit, c'est pas possible, la Fed, faut qu'elle tape fort, faut qu'elle y aille plus fort, parce que, ou alors, on s'est dit, face à ce chiffre, elle va réagir en tapant très fort. Et donc, on a eu vraiment un retournement des anticipations. Et là, on est passé d'une probabilité de 0,3 à presque quasiment 100% à quelques heures avant que la réunion de la Fed se mette en place. Et donc, on a eu véritablement un revirement des anticipations de marché. Alors, c'est gênant pour moi parce que la Fed, elle a fait ses 75 points de base, mais elle a répondu finalement peut-être plus à ces revirements d'anticipation que finalement à ce qu'elle disait avant. Alors moi, pourquoi je suis gêné? Parce que ils nous avaient donné, et ils avaient communiqué depuis plusieurs semaines en disant on fera 50 points de base au mois de juin et 50 points de base au mois de juillet. C'était une promesse naturellement en fonction des conditions économiques, mais là où ça me gêne, c'est que ce qu'il faut bien comprendre quand vous êtes banquier central, vous regardez l'économie en tendance. Vous réagissez pas à un chiffre mensuel qui sera peut-être révisé de manière importante au mois de juillet, et donc je trouve toujours dommage de réagir à l'instantané comme ça. Alors, je comprends bien, je pense que ce qui les a fait réagir comme ça, c'est qu'ils ont dit, si le marché attend 75 et qu'on fait que 50, on va donner l'impression qu'on ne veut pas maîtriser l'inflation. On va envoyer un message qu'on laisse filer l'inflation, et ils ont peut-être eu peur qu'il y ait une surréaction des marchés face à ça. On se dise, bon voilà, ils maîtrisent pas rien, ils laissent aller, et voilà, ils sont pas assez sévères. Donc je comprends, la position est pas facile, je veux pas donner des leçons, mais derrière, pour nous, ça envoie un message très fort. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire, si je dois prévoir le prochain mouvement au mois de juillet, est-ce que ce sera 50 ou 75 points de base? J'attends le dernier chiffre du BLS, l'organisme qui publie les prix, l'indice des prix aux États-Unis. J'attends le chiffre des prix du mois de mai et je vous répondrai. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui on a une navigation à vue. Et c'est ce qui est ressorti un peu de cette conférence de presse. Certes, M. Powell est très clair, la Fed veut lutter contre l'inflation. Il avoue lui-même qu'une partie de l'inflation, il peut rien faire dessus. Tout ce qui est inflation importée, tout ce qui est prix du pétrole, c'est pas parce que la Fed va monter ses taux qu'ils vont faire baisser les prix du pétrole et qui vont permettre à la Russie d'exporter plus de pétrole. Donc il y a une partie de l'inflation qui lui échappe. Mais sur une autre partie de l'inflation, ils peuvent quand même jouer. On pense notamment parce qu'à la différence de l'Europe, les États-Unis, ils incluent dans leur prix à la consommation tout ce qui est prix immobilier. Et les prix immobiliers, ils peuvent véritablement faire retourner les prix immobiliers, alors peut-être au prix d'une récession dans l'immobilier, mais on pourrait dire qu'ils pourraient souhaiter, en remontant très fortement les taux,
faire un retournement du marché immobilier, faire chuter les prix de l'immobilier, et en faisant chuter les prix de l'immobilier, ça va se répercuter dans ce qu'on appelle le loyer et le loyer fictif. Alors le loyer fictif, c'est ce que paierait un propriétaire s'il louait sa maison, s'il payait une location pour sa maison, et ça rentre dans l'indice des prix. Donc le retournement du marché immobilier peut être un élément qui va modérer très fortement l'inflation. Donc ils peuvent agir sur quelques leviers pour réduire l'inflation très rapidement en montant leur taux directeur. Donc ils peuvent jouer là-dessus, ils peuvent jouer aussi sur la consommation. Je vous laisse voir ce que subissent actuellement les ménages américains. Ils vont avoir une hausse très forte des crédits à la consommation, du coût des crédits à la consommation, avec un pouvoir d'achat qui est sous pression, parce qu'aujourd'hui, même si les salaires augmentent très rapidement aux États-Unis, ils augmentent moins vite que l'inflation. Donc ils ont quand même une perte de pouvoir d'achat. Donc la Fed, elle va quand même jouer en montant ses taux. Donc en montant rapidement ses taux, elle va quand même freiner l'économie. Donc il ne faut pas croire que c'est totalement innocent et que ça ne va pas impacter les taux. Mais il nous dit clairement, voilà, on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse aujourd'hui, les taux sont trop bas, l'inflation est trop forte, il y a un risque inflationniste trop fort, et donc je suis prêt à sacrifier l'économie. Et la grosse différence entre la conférence de presse qu'il nous a fait la dernière et la précédente, c'est que la précédente, il vendait le scénario de ce qu'on appelle un soft landing. Il nous vendait le scénario d'un atterrissage en douceur. Il n'était pas nécessaire de frapper très fort pour calmer l'inflation. Il disait voilà, on va ajuster, on va revenir au taux neutre, et puis derrière, alors taux neutre, hein, c'est un taux qui fait en sorte qu'on ne freine pas l'économie, mais on n'est pas stimulant sur l'économie. Donc au pire, je vous disais, si on va au taux neutre, bah, c'est pas dramatique pour les marchés, c'est pas dramatique pour personne. Donc on stabilisait l'économie. On ralentissait peut-être un petit peu l'économie, mais c'était pas dramatique. Là, on a un discours qui nous dit 1, je maîtrise pas totalement l'inflation. 2, je vais devoir frapper très fort parce que l'inflation est vraiment un risque. Et 3, ça sera très difficile de rester dans un scénario de slowdown, hein, de vraiment limiter le. Hein. Il sera peut-être nécessaire de freiner beaucoup plus fort l'économie. Donc c'est quand même pas un message qui est très très positif. Alors à court terme, les marchés ont réagi positivement. C'est difficile de comprendre les réactions de marché de court terme parce que je pense que le discours de M. Powell ne justifiait pas une réaction positive à court terme. Ça a corrigé le lendemain. Mais au-delà de ça, hein, je pense que les investisseurs ont pris en note que d'une part, la Fed n'y voit pas plus clair que nous. Alors, je suis peut-être rassuré. En tant qu'économiste, j'y voyais pas grand-chose. Je me dis que M. Powell n'y voit pas non plus grand-chose non plus. Ça montre bien à quel point on est dans une période d'incertitude. Et puis, d'autre part, c'est compliqué, ça va être très compliqué de maîtriser cette inflation aux États-Unis sans véritablement avoir au moins quelques trimestres de contraction du PIB américain, d'une vraie contraction, hein, parce qu'on a eu une contraction au premier trimestre, mais qui était un peu technique, mais là, d'une vraie contraction avec une dégradation du marché du travail. Et donc là, on est quand même sur des scénarios beaucoup plus négatifs pour les prochains mois. J'ai vu régulièrement ces derniers jours des graphiques qui montraient l'évolution de l'inflation avec les projections qui voyaient l'inflation à chaque fois rebaisser très vite, et au fur et à mesure que l'inflation monte plus haut et que ces prédictions ne se réalisent pas, on a ces chiffres de l'inflation qui augmentent de mois en mois. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à surprendre à la hausse, ou est-ce que cette intervention forte là maintenant de la Fed, elle va quand même mettre un stop à ce qui est en train de se passer? Alors, disons, prenons l'hypothèse qu'on ne fait plus rien, qu'on fiche tout et qu'on regarde un peu comment se comporte l'inflation. Moi, j'ai le sentiment que si on fiche tout aujourd'hui, on a quand même une partie de l'inflation qui va disparaître. C'est l'inflation Covid, vous savez, liée à la réouverture de l'économie. Oui. C'est l'inflation sur les tensions sur les chaînes de production. Alors, on n'a pas une totale visibilité parce qu'on voit que le confinement en Chine peut revenir, ça peut encore perturber les chaînes d'approvisionnement, mais globalement, on a quand même des signaux, et malgré ce qui s'est passé en Chine récemment, on a des signaux que sur les chaînes d'approvisionnement, ça s'améliore, et on voit que les tensions commencent un petit peu à baisser. Alors ça prend du temps, hein, parce que quand on regarde les prix à la production aujourd'hui, ils sont quand même sur des rythmes des fois à 2 chiffres hein, de croissance des prix à la production, donc les prix sortis d'usine, hein, véritablement avant d'arriver aux consommateurs, sont encore sur des rythmes à 2 chiffres, mais j'ai le sentiment qu'on a peut-être atteint un point haut à ce niveau-là. Ce qui va, par contre, ce qui n'est pas du tout calmé et qui va rester fort, à mon avis, c'est l'alimentaire et l'énergie. Et ça, c'est quand même un vrai problème, parce que l'alimentaire, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas dire indéfiniment aux gens, je ne vais pas augmenter votre salaire, c'est passager. Alors quand l'alimentaire, c'était juste de la volatilité, vous pouviez dire ça, vous dire, bon, restreignez-vous, et puis derrière, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer, ça ne va pas persister, cette inflation. Là, on est vraiment sur une hausse peut-être durable de tout ce qui est bien alimentaire. Et puis l'énergie, bon, bah, on en a assez parlé précédemment, hein, c'est un problème de pétrole, c'est un problème d'offre, et on n'a pas de on peut pas résoudre ça très rapidement. Donc,
Donc on est sur une partie des prix qui concerne finalement votre vie et qui est indispensable. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire, je ne vais pas consommer, vous pouvez ne pas partir en vacances, mais vous avez besoin de mettre de l'essence dans votre voiture et vous avez besoin de manger. Donc on a quand même une partie de l'inflation aujourd'hui qui va persister et qui va rester élevée. Donc pour moi, je vous dis, si on fait rien aujourd'hui, on va avoir peut-être l'inflation qui va passer de 8 à 5, mais qui va rester autour de 5. Donc on va pas revenir, en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'ici cette année et l'année prochaine, on sera nettement au-dessus des objectifs des banquiers centraux. Donc s'ils faisaient rien aujourd'hui, ils ont un vrai problème. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fini la phase de l'hypothèse, on laisse l'inflation revenir tranquillement sur les deux parce que c'est un choc transitoire. Là, on est dans la phase, il va falloir faire plus que laisser l'économie se calmer, il va falloir détruire de la demande. Et ça, détruire la demande, ça veut dire qu'il va falloir laisser le taux de chômage remonter, qu'il va falloir véritablement appauvrir certaines personnes. Alors, dit comme ça, c'est pas très politiquement correct, hein, M. Powell ne nous le dira pas comme ça, mais ça veut dire très clairement que des gens doivent perdre leur emploi, que vous devez naturellement éviter que les salaires en demandent de trop. Donc, la seule façon d'éviter que les salaires en demandent de trop, c'est de dire, voilà, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui perdent des emplois et qu'il y ait une pression du taux de chômage qui fait que vous pouvez pas exiger des hausses de salaire. Et puis derrière, ça veut dire aussi que vous laissez les gens avoir un pouvoir d'achat qui se dégrade, ils vont moins consommer, et à partir du moment où vous consommez moins, la demande va se rééquilibrer par rapport à l'offre, y compris la demande énergétique. Hein. Alors il faut que les gens prennent pas leur voiture, qu'ils prennent les transports en commun, donc il y aura quand même un rééquilibrage qui se fera arriver à un moment donné, et donc ça veut dire que c'est coûteux socialement, c'est coûteux aussi économiquement, et c'est vrai que vous jouez un rôle assez méchant, mais vous n'avez pas le choix aujourd'hui, ou alors vous entretenez l'inflation, vous vivez avec une inflation durablement plus forte, et donc c'est pas le message qu'ils nous envoient aujourd'hui. Ils disent notre objectif d'inflation est important, on ne veut pas laisser l'inflation à 5%, hein, ils disent pas le chiffre 5, mais en gros, on ne veut pas rester sur une inflation nettement au-dessus de notre objectif parce qu'on perdrait en crédibilité, et ça pourrait surtout entretenir, et donc ils sont dans l'idée quand même qu'il va peut-être falloir avoir un coût élevé, un coût économique élevé, un coût sur votre pouvoir d'achat, un coût sur votre consommation, et donc c'est vrai qu'on va vers une dégradation de l'économie. Alors, faut espérer quand même que moi, ce que j'espère et sur lequel je joue, c'est que d'une part, une grosse partie des tensions inflationnistes vont reculer assez vite, notamment sur les biens. Je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage parce que les ménages vont plus consommer de services que de biens. Et c'est vrai qu'au sorti de la pandémie, on achetait pour améliorer son habitat, on achetait pour avoir une voiture neuve, etc. Donc il y a eu un déséquilibre de la consommation et maintenant on reconsomme du tourisme, on reconsomme des services. Donc ça va atténuer les tensions sur les biens et je pense qu'on va avoir quand même un effet très fort sur le pouvoir d'achat. Et je pense que la consommation, notamment en Europe, va énormément péricliter en fin d'année et donc ça va véritablement apaiser les tensions inflationnistes. Donc quand il restera que l'inflation sur le pétrole et que l'inflation alimentaire, je pense que les banquiers centraux vont quand même un petit peu ralentir parce qu'ils vont quand même voir l'économie qui flanche et ça va. Mais regardez en Angleterre, hein, recul du PIB anglais et la Banque centrale d'Angleterre continue de monter ses taux pour l'instant parce qu'on voit, elle estime qu'elle va pour l'instant vers 11% d'inflation, donc elle estime qu'il faut continuer à véritablement freiner l'économie. Donc vous voyez, le chemin est pas facile, le chemin est étroit parce que naturellement les banquiers centraux ne souhaitent pas faire une récession, c'est pas leur but ultime, leur but c'est de maximiser l'emploi sous contrainte de l'inflation aux États-Unis par exemple. Donc M. Powell il souhaite pas une récession, mais il va falloir ajuster ça. Donc ils n'ont pas de visibilité, ils vont réagir aux derniers chiffres d'inflation, ils vont voir comment ça se comporte. On n'a pas de visibilité. Et ce qu'il faut retenir ça quand même, c'est un élément qui affecte fortement les marchés, parce qu'on n'a pas de visibilité sur les perspectives économiques. On peut faire des scénarios, mais ça reste des scénarios. À propos de scénario catastrophe, une forte récession avec une inflation qui reste non maîtrisée, c'est quelque chose de réaliste ça ? Alors, oui, c'est réaliste si vous avez une certaine indexation des salaires sur les prix. Si vous avez ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. C'est-à-dire que pour ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire très faible croissance ou croissance volatile, mais avec une inflation qui resterait à 2 chiffres, il faut au minimum que j'augmente votre salaire, peut-être avec un petit délai, un décalage, mais il faut au moins, au minimum, que j'augmente votre salaire de l'inflation. Sinon, vous n'allez pas pouvoir, à un moment donné, vous allez être étranglé, vous arrêtez de consommer. Par contre, si j'augmente votre salaire au même rythme que l'inflation, je vous prends un exemple, vous voulez emprunter de l'argent pour acheter une maison. Vous avez les taux d'intérêt qui montent beaucoup. Mais si d'un autre côté je vous augmente votre salaire de 10%, votre capacité d'emprunt, il augmente aussi.
Donc vous avez peut-être une hausse, ça va vous coûter plus cher d'acheter votre maison sur 20 ans ou 30 ans, ça va vous coûter beaucoup plus cher que par le passé, mais comme dans le même temps, je vais augmenter votre salaire, et bien finalement, vous avez cette capacité d'emprunt et vous achetez votre maison. À l'inverse, les gens qui sont endettés sur 20 ans avec des taux d'intérêt à 1%, si je vous en demande de 10%, bah, ça vous donne du pouvoir d'achat. Vous pouvez dire le remboursement fixe de ma dette, il diminue en pourcentage de mon revenu et donc je peux consommer autre chose. Donc j'ai beau avoir une hausse des taux d'intérêt, je m'en moque. J'ai un taux fixe. Si j'ai emprunté dans les pays où on a emprunté un taux fixe, si j'ai un taux fixe où j'ai emprunté, et donc je peux consommer plus. Et donc je libère du pouvoir d'achat pour consommer, et donc ça me rend moins sensible à la hausse des prix. Donc vous voyez, il y a plein de mécanismes qui peuvent se mettre en place, mais le mécanisme essentiel, c'est j'indexe les salaires sur les prix. Et c'est ce que veulent absolument éviter les banquiers centraux. Ils disent, on vous montre qu'on va combattre l'inflation, donc n'augmentez pas les salaires autant que l'inflation. Alors, il faut augmenter les salaires un peu, parce que sinon les gens, il faut quand même qu'ils puissent se nourrir et acheter de l'essence. Mais n'augmentez pas autant, parce que sinon on va auto-entretenir l'inflation. Et on aura cette boucle prix-salaire, et donc à la fin, bah, pourquoi 10, pourquoi pas 20, pourquoi pas 30, et donc on voit qu'on va dans un schéma véritablement d'accélération de l'inflation. Hein. C'est ce qu'on dit, c'est comme quand vous faites sortir le dentifrice du tube, et ben vous pouvez plus le faire rentrer. Ben c'est un peu la peur aujourd'hui qu'ont les banquiers centraux, c'est qu'on ait une inflation qui s'auto-alimente. Les entreprises, pour elles peuvent s'adapter aussi, parce que les entreprises, finalement, l'inflation, c'est des hausses de chiffre d'affaires. Hausse de chiffre d'affaires, ça veut dire aussi en niveau des hausses de profit. Et donc, finalement, des profits par action qui augmentent. Donc, la bourse, finalement, elle pourrait très bien s'accommoder d'une inflation. Si je vous dis que vous avez 10% de hausse de chiffre d'affaires qui entraîne 5% en nominal, hein, je ne vends pas plus de biens. Je vends pas plus de biens, mais c'est juste que j'ai monté mes prix de 10%. Donc, j'ai 10% de plus, j'ai 5% peut-être de profit en plus. Et derrière, donc forcément, mes bénéfices par action, ils augmentent. Donc forcément, quand je rapporte mon dividende sur le cours de l'action, eh ben, c'est plutôt positif, j'ai un bon rendement. Donc finalement, pour le marché action, on peut vivre avec de l'inflation. Le gros problème, c'est que ça s'auto-entretient. Et encore une fois, ce n'est pas le problème du chiffre de l'inflation en tant que tel. Je pourrais même vous dire, si on se stabilise à 5% d'inflation, alors que les banques centrales avant cherchaient 2%, c'est pas dramatique. Franchement, c'est pas dramatique. Mais le problème, c'est qu'on va pas se stabiliser à 5. On va monter à 6, à 7, à 8. Donc c'est ça le gros problème. C'est la dynamique d'inflation. Et c'est pour ça que les banquiers centraux nous disent, on montera les taux et on freinera l'économie tant qu'on aura une dynamique de l'inflation qui nous montre que ça se poursuit. Si on a un début d'inflation qui commence à ralentir, on pourra avoir un discours plus accommodant. On ira moins loin. Mais aujourd'hui, vraiment, la dynamique est là. Et donc, finalement, aujourd'hui, le scénario le plus probable pour l'instant, c'est le fait qu'on auto-entretient l'inflation. Mais je pense que ça pourrait très vite se retourner parce que tant qu'on n'a pas d'accès, on a eu encore des chiffres hein, en Europe, par exemple, sur les salaires. Si vous prenez aujourd'hui la hausse des salaires, hein, on est alors on est à 3 sur l'ensemble des salaires, y compris primes, et sur les salaires, on est à 2,5. Franchement, le choc est monstrueux pour le pouvoir d'achat des ménages européens. Je vous rappelle que l'inflation est à 8, vous avez une hausse de salaire à 2,5. Quand même, vous allez avoir du mal à continuer de consommer sur le même rythme. Donc là, on va dire que si on reste sur ces chiffres comme ça va très très vite se traduire par un ralentissement économique et donc ça va apaiser les tensions inflationnistes. Mais c'est ce qui surveille aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui le cœur et l'enjeu du scénario économique. Et si on réfléchit en termes de marché boursier, on a déjà vu des corrections assez impressionnantes là ces dernières semaines, ces derniers mois en fait. Comment on aborde aujourd'hui les marchés américains et les marchés européens dans un contexte tellement incertain? Alors, ça va être forcément des marchés volatiles. La bonne nouvelle, je dirais actuellement, c'est que vous avez intégré une grande partie des mauvaises nouvelles. Je dirais qu'aujourd'hui, vu la correction, vu la baisse du PER, hein, on est aujourd'hui sur un niveau de valorisation du marché action américain ou européen qui a quand même qui a nettement reculé. On est aussi aujourd'hui sur des taux longs qui redeviennent intéressants, hein, parce que pour moi, des taux à 10 ans américains entre 3, 3,5, c'est un taux sans risque, il faut le rappeler, un taux international parce que tout le monde achète du dollar et achète ses obligations américaines pour se protéger. Donc pour moi, ça reste quand même des niveaux de rémunération qui recommencent à être attrayants. Le seul bémol que j'ai aujourd'hui, c'est que si vous regardez les consensus des analystes sur les actions, il n'y a pas eu de révision très fort ou très nette à la baisse des projections de résultats des entreprises et de chiffres d'affaires. Alors pourquoi ? Je pense que c'est un effet inflation. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, ils répercutent dans leur prix de vente les hausses de prix, leur hausse de coûts.
Donc aujourd'hui, pour un analyste action, il va dire bah, le chiffre d'affaires va progresser, les bénéfices vont progresser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on n'a pas de révision très forte. Sauf que dans mon scénario, si véritablement on a une économie qui ralentit, ça va enlever de ce qu'on appelle le pricing power des entreprises. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon consommateur, il est tellement étranglé en termes de pouvoir d'achat, il va commencer à prendre les premiers prix. Il va plus prendre les produits de marque. Il va commencer à se dire, bah finalement je voulais partir en vacances, je pars pas en vacances. Je voulais acheter une voiture neuve. Bon, tant pis, je garde ma voiture encore 2-3 ans parce que je vais garder l'argent. Donc à partir du moment qu'on a un vrai impact sur la consommation, les entreprises n'auront plus la possibilité de remonter leurs prix. Et là, on aura un effet sur leur marge et on aura les bénéfices qui commenceront à véritablement se contracter. Donc j'ai un peu peur qu'aujourd'hui, le problème c'est que les analystes, les entreprises ont encore le moral. Et d'ailleurs, vous avez une certaine dichotomie. Donc, quand vous regardez la confiance des industriels, quand vous regardez la confiance dans les services, vous voyez qu'elle est à un niveau élevé alors que le moral des ménages est en train de chuter assez violemment, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc on comprend bien, l'inflation touche que le consommateur pour l'instant. Mais elle va, si on est dans un ralentissement économique et si on est véritablement au moment du ralentissement de l'inflation, ça va passer par des pressions sur les marges et ça va passer peut-être par des baisses de profit des entreprises. Et là, ça sera négatif. Alors, la bonne nouvelle, c'est que finalement, dans la chute de la bourse et dans la chute de la valorisation, vous intégrez peut-être une partie de la révision à la baisse des projections des analystes. Donc, je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'une partie des mauvaises nouvelles est intégrée, mais c'est vrai que dans les prochaines semaines, on va avoir quand même quelque chose d'assez chahuté parce qu'on va avoir quand même ces éléments négatifs. Alors, moi, je suis paradoxalement pas si noir que ça parce que je pense qu'une grosse partie de la baisse est faite. Donc je pense qu'on va rester dans les marchés volatiles qui vont faire du yo-yo, mais je pense pas qu'on aille encore beaucoup de potentiel de baisse. Par contre, je pense qu'on aura plutôt des rotations sectorielles et c'est vrai que si je vous dis qu'on est dans une phase de croissance beaucoup plus faible, vous allez peut-être aller plus vers des valeurs de croissance que des valeurs value ou défensives et donc là, il va falloir être beaucoup plus sélectif en termes de secteur. Ça sera peut-être plus des éléments comme ça et par contre, je vois bien une bourse stagner et des taux qui peuvent remonter un tout petit peu, mais pas forcément encore beaucoup, parce qu'on aura quand même ces signaux de ralentissement économique et ça va limiter la dégradation du marché obligataire. Vu ce que vous venez de me dire et vu ce qu'on s'est dit encore avant sur la situation européenne, est-ce qu'il faut arbitrer les actions européennes pour les actions américaines ou d'autres régions du monde d'ailleurs? L'Europe semble tellement en mauvaise posture qu'on n'a peut-être pas très envie d'y investir. Alors c'est vrai, sauf que le dollar est maintenant très très haut. Il a quand même intégré beaucoup de choses. Si vous êtes européen, n'oubliez pas que vous avez un risque de change, comme toujours, et vous avez aujourd'hui profité énormément de l'appréciation du dollar, qui a quand même joué dans votre performance lorsque vous avez acheté des actifs américains. Là, il y a quand même un dollar qui atteint un niveau quand même historiquement haut. Il est au plus haut sur face à pas mal de devises émergentes. Faut le rappeler, au plus haut historique. Donc on est quand même sur un dollar très cher. Et le dollar, alors c'est pas que ça sera positif, mais en relatif, dès que vous aurez la moindre entre guillemets bonne nouvelle, alors va peut-être falloir expliciter ce qu'on peut appeler bonne nouvelle, c'est pas forcément des bonnes nouvelles sur le fondamental, sur l'économie, mais ça veut dire que ça sera moins négatif que ce qu'on anticipait, et rien que ça va quand même freiner à mon avis le dollar. Donc autant j'étais très haussier dollar il y a encore quelques semaines et quelques jours, là je commence à être beaucoup plus prudent. Alors je vais pas vous dire qu'il y a un crack du dollar à venir, naturellement non, c'est pas le cas, mais on est peut-être sur des niveaux aujourd'hui qui commencent à justifier certains éléments de prudence. Donc ça limite un peu l'appétit qu'on pourrait avoir pour les actifs américains pris globalement, sachant par contre que si on a un rebond et si on a une bourse qui venait à véritablement rebondir fortement, la bourse américaine surperformerait l'Europe, très clairement. Mais ça ne sera pas le cas. Donc comme je ne suis pas sur un directionnel sur les États-Unis ou l'Europe et que je pense qu'on va être plutôt sur de la volatilité plutôt que véritablement un sens sur les marchés d'ici la fin de l'année, ça donne pas envie de jouer véritablement, de prendre un risque de change et de jouer le Nasdaq par exemple, pour faire simple. Donc je préfère aujourd'hui rester sur l'Europe, même si la situation en Europe n'est pas positive. Encore une fois, c'est une question d'histoire de marché, c'est pas une question d'économie. Moi, en tant qu'économie, je vais vous dire, les perspectives sont pas bonnes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité, donc je vais pas vous faire rêver sur l'économie. Par contre, les marchés ont quand même intégré beaucoup de choses sur les banquiers centraux. Il suffit que la Fed remonte de 50 points de base au lieu de 75, le marché va être très positif. On va se dire c'est super, c'est pas, sur le fond ça change pas grand chose, mais vous voyez, on est aujourd'hui dans la psychose. Donc comme on est dans des marchés qui ont intégré beaucoup de mauvaises nouvelles et qui jouent à se faire peur,
eh ben, finalement, si tout le monde commence un peu à se calmer, si tout le monde se dit que finalement l'inflation a peut-être atteint un pic, là ça va inciter les gens à revenir et le marché jouera plus l'amélioration conjoncturelle en 2023 que la situation en 2022 qui restera très compliquée, mais on jouera ça. Donc voilà, je vous dis, pour l'instant, il ne faut pas forcément repondérer plus les actifs européens. Et puis juste un petit mot, on a eu une enquête auprès des investisseurs professionnels. On est sur des niveaux historiques en termes de pessimisme sur l'économie. Pour faire simple, 77% des investisseurs pensent que l'économie va se dégrader dans les 12 prochains mois. La majorité des investisseurs pensent que l'inflation va accélérer. Donc on est dans des scénarios tellement noirs que si c'est un peu gris, ça laisse un peu de marge pour un rebond. Alors encore une fois, ça sera pas, je vous dis pas qu'on va faire 20%, ce sera plus de la volatilité parce que on va pas avoir que des choses positives. Mais voilà, je pense que là, faut pas jouer des scénarios trop extrêmes on peut rester un peu en dehors du marché si on peut, sinon on revient peut-être sur des bonnes valeurs de croissance. Je pense qu'il y a des valeurs aujourd'hui, notamment dans le secteur technologique, on l'a encore vu avec certains résultats, notamment Oracle. Regardez Oracle qui a vraiment explosé dans son chiffre d'affaires parce que les entreprises font face à des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et donc investissent énormément dans des logiciels pour mieux gérer leur chaîne d'approvisionnement. Donc il y a une partie quand même qui va rester résiliente dans certaines valeurs technologiques, dans certaines valeurs du luxe. On voit qu'il y a quand même les ménages les plus aisés, ils sont moins affectés par l'inflation et ils ont quand même une consommation qui va rester beaucoup plus solide. Donc je pense qu'il y a encore des valeurs aujourd'hui qui ont beaucoup baissé, qui sont moins chères et qui sont des bons points d'entrée. Donc voilà, ça reste un pari, je le reconnais, parce que encore une fois, ma casquette d'économiste vous dit pas que les choses sont roses, mais voilà, peut-être regarder des valeurs de qualité, des valeurs dans lesquelles on a du bon pricing power, qu'on a des tendances, des perspectives de croissance fortes et qui ont été massacrées dernièrement. Surtout si les taux longs se calment. Si les taux longs se stabilisent, à mon avis, il y aura pas mal de valeurs de croissance sur lesquelles il faudra revenir parce que les valorisations quand même se sont beaucoup dégonflées en quelques jours. Donc je ne sais pas si c'est le point bas. Il y a encore du potentiel de baisse peut-être, mais j'aurai pas le point bas, je vous le dis franchement. Mais je pense qu'on peut commencer à regarder peut-être des diversifications et revenir un peu sur des valeurs qui sont de qualité, qui ont été massacrées dernièrement, notamment les valeurs de croissance. Mais c'est un pari. Le grand gars. C'est toujours un pari, je crois, de toute façon. Le grand pari, en fait, de ces 2 dernières années, c'était quand même le pétrole. On a vu des gains extraordinaires sur certaines actions, notamment. Est-ce que c'est encore jouable, le pétrole, ou on est quand même parfois j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de phase d'euphorie où on vient vous dire que ce sera 5-10 ans de profits maximaux pour toutes ces entreprises qui sont les dernières à avoir investi en fait dans le pétrole et qu'il n'y aura plus jamais de concurrence de toute façon. Est-ce qu'on peut voir aujourd'hui les investissements dans le pétrole comme ça, ou est-ce qu'il y a un risque réellement qu'on revienne à des prix qui ressemblent un petit peu plus à ce qu'on a connu ces dernières années? Alors, il y a le problème du pétrole, c'est vrai que je serais presque tenté de continuer à surpondérer ce secteur. D'ailleurs, je l'ai en légère surpondération dans mon allocation d'actifs. À court terme, moi je vois pas les prix du pétrole s'effondrer parce qu'on a un vrai problème d'offre, on a un problème d'insuffisance d'investissement et on voit que ça se bouscule pas. Alors vous avez le nombre de puits qui sont ouverts aux États-Unis, c'est Baker Hughes qui nous fournit cette statistique toutes les semaines, ça monte. Mais on est très très loin des niveaux qu'on a connus des plus hauts. Et donc on voit qu'il n'y a pas un raz-de-marée, il n'y a pas véritablement un engouement aux États-Unis pour investir. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est difficile d'investir aujourd'hui dans le pétrole lorsque vous vous dites que finalement ça peut se retourner très vite et puis qu'on a cette transition énergétique qui va faire qu'on va moins consommer de pétrole et que c'est même accéléré par ce qu'on vit actuellement. Donc le pétrole, aujourd'hui on a un vrai problème d'offre et on a une demande qui revient seulement à son niveau quasiment de 2019 pour l'année prochaine. Donc si on avait une demande un peu plus forte, on aurait encore des prix encore plus hauts. Donc c'est difficile de vous dire qu'on va revenir sur un effondrement du pétrole. La seule élément que je ne maîtrise pas et qui rend aujourd'hui cet investissement élevé, c'est que les prix du pétrole sont élevés, qu'on va avoir un ralentissement économique quand même, donc ça va quand même freiner la demande. On va avoir ce ralentissement économique et puis alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais ça, je ne le maîtrise pas du tout. On pourrait espérer que ça se passe un peu mieux en Ukraine, cesser le feu, sanctions moins violentes vis-à-vis de la Russie. Encore une fois, c'est de la boule de cristal, je ne sais pas. Mais ça fait que rentrer aujourd'hui au niveau de valorisation des pétrolières, c'est quand même risqué, parce que vous avez quand même des facteurs de risque de retournement. Encore une fois, sur le fond, l'offre restera contrainte, la demande est là, donc je ne vois pas un effondrement. Donc,
au moins ça c'est un élément positif. Vous pouvez jouer les valeurs pétrolières pour le rendement, mais on sait que s'il y a la moindre nouvelle autour de l'Ukraine, c'est un investissement qui pourrait rapidement se retourner. Donc après, c'est votre appétit pour le risque. Ça vous protège pour l'instant, ça vous protège du ralentissement économique, ça vous protège des hausses des taux, donc c'est bien en termes d'allocation d'actifs, mais attention parce que c'est un secteur qui reste très volatile et il faudra être, dans ce cas-là, être prêt à couper très rapidement sa position parce que ça peut se retourner très très vite si on a la moindre nouvelle, et ça on ne maîtrise pas. Et j'aime pas rentrer dans des secteurs que je maîtrise pas, j'aime mieux rentrer dans des valeurs dans lesquelles on a une belle visibilité, qu'on a des projections de chiffre d'affaires et tout ça. Là c'est vrai qu'on a vraiment un manque de visibilité au regard de leur niveau de valorisation actuel, hein, s'entend, naturellement. C'est un peu ma prochaine question, dernière question. Voilà, quel type d'actifs on peut regarder dans cet environnement où on a l'impression que tout est incertain. Qu'est-ce que vous regardez, vous, de près en ce moment en vous disant, tiens, ça, j'ai de la visibilité, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu ignoré par les investisseurs, ça vaut la peine de regarder de plus près. Alors moi, d'abord, je reste en liquide. Ça, c'est le premier élément. J'augmente la part des liquidités. Alors, ça tombe bien, en plus, on rémunère mieux les liquidités avec la hausse des taux directeurs. Donc, alors maintenant, c'est vrai, hein, si vous prenez l'inflation instantanément, aujourd'hui, si je vous dis qu'il y a 8% d'inflation et que vous êtes rémunéré, même aux États-Unis, à des taux à 1,5, 2, alors voire 3, avec 8% d'inflation, vous allez me dire, oui, ça me coûte cher hein, d'investir dans des liquidités, mais il faut rester liquide parce que je pense qu'il va falloir être prêt à réagir au moment où on aura un peu plus de visibilité. Donc c'est un principe de base, c'est ce que fait très bien Monsieur Warren Buffett, c'est faut rester liquide au moment où tout le monde panique, et dès que on commencera à avoir un peu de visibilité, là va falloir revenir et faire les paris. Donc déjà, faut pas hésiter à sortir, à ne pas être investi si vous pouvez, hein. Ça c'est un premier point. Bon, on peut pas toujours, on est obligé des fois d'être investi, notamment si on gère un fonds action, on est obligé d'investir une grosse partie des fonds dans les actions. Donc pour l'instant, moi mon allocation d'actifs, elle reste plutôt sur d'une partie. Je reste à l'écart de tout ce qui est secteur qui sont très sensibles aux problèmes d'approvisionnement. C'est trop tôt peut-être pour revenir, même si ça va s'améliorer, je vous l'ai dit, je pense que ça peut s'améliorer, mais c'est un peu trop tôt. Donc je reste à l'écart encore de l'automobile, je reste à l'écart de la construction, qui sont des secteurs à mon avis qui vont très nettement être pénalisés encore par les problèmes d'approvisionnement. Je reste sur des secteurs beaucoup plus défensifs, hein, on l'a vu sur des secteurs un peu télécom, utility, c'est des secteurs qui sont un peu plus défensifs, mais je fais un petit pari sur les valeurs de croissance. Vous l'avez bien compris hein, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais donc il faut rester un peu sur les actions, on ne peut pas délaisser les actions, mais avec cet arbitrage, avec ce biais et un petit pari véritablement sur ces valeurs de croissance, où si ça va un petit peu mieux, ça va rebondir assez vite et si on stabilise les taux. Maintenant, sur les taux longs, c'est compliqué aujourd'hui de vous dire d'investir sur les taux longs parce que on a des marchés obligataires qui sont très volatiles, même si je pense personnellement que l'essentiel de la baisse est faite, c'est difficile aujourd'hui de maximiser à cause de cette volatilité. La seule chose que vous pouvez faire éventuellement, c'est aller sur les fonds à yield. Alors vous allez me dire c'est étonnant, dégradation de la conjoncture, c'est pas vraiment. Oui, mais vous avez des niveaux de taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Et c'est vrai que si vous prenez 100 points, si vous avez une hausse de 1% des taux d'intérêt, que vous avez des taux à 7, c'est pas du tout la même chose que si vous avez un niveau de taux d'intérêt à 2. Vous avez une sensibilité qui est beaucoup plus violente. Et donc les fonds à yield, et c'est pour ça que le high yield a surperformé récemment, ça a été un peu aussi un élément de refuge parce que vous avez une rémunération qui vous est offerte, qui vous permet d'absorber la volatilité aujourd'hui qu'on a sur les marchés obligataires. Alors, vous pouvez éventuellement jouer cette stratégie, mais c'est quand même beaucoup plus risqué, hein. Sinon vous êtes plutôt, je vous dirais, il faut aller plutôt sur la partie courte de la courbe des taux, la partie intermédiaire, éviter la partie longue tant qu'on n'a pas stabilisé véritablement le marché obligataire et tant que la volatilité est là. C'est vrai que nos stratégies sont un peu déformées aujourd'hui par rapport à tout ce que je viens de vous dire parce qu'il y a l'aspect volatilité qui va rester forte, donc ça justifie, c'est pour ça qu'il faut rester un peu sur des stratégies un peu plus défensives, mais encore une fois, faut être prêt, faut être réactif, garder des liquidités et il faudra peut-être revenir sur certains secteurs à mon avis qui sont aujourd'hui très décotés et en fonction de l'actualité, et je pense que ça peut venir vite et durant cet été, hein, si on a un moindre signal d'inflexion de l'inflation, ça pourrait être des mouvements d'arbitrage assez violents, donc ce sera le moment à ce moment-là de rentrer. Très bien, très clair. Christian Parizeau, merci infiniment pour tout le temps que vous nous avez consacré. Je ne sais pas combien de temps on a discuté, près d'une heure. C'était une masterclass comme on dit aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une bonne suite et j'aimerais encore juste vous demander où est-ce que les gens peuvent vous retrouver. Je suis sûr qu'ils auront envie d'en savoir plus sur votre travail. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne facilement ?
Alors, en ligne, j'ai une offre qui est essentiellement pour les professionnels, hein, donc c'est que sur abonnement auprès d'investisseurs professionnels. Sinon, je communique pas mal dans les médias, hein, donc vous pouvez me retrouver dans les médias. Sinon, vous pouvez vous trouverez assez facilement mon adresse internet et puis vous pouvez me rentrer en communication par email. Mais c'est vrai que mon offre aujourd'hui, mon cabinet ne conseille que des professionnels pour le moment. Mais on Parfait. réfléchit à une offre pour les particuliers, mais bon, ça sera à venir. Très bien. On se réjouit de voir ça en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie encore. Merci à vous.